Nous voici de retour dans Face à la presse. Vous êtes sur ETV EFM Radio. Aujourd'hui, nous recevons le grand maître du Grand Orient de France, Monsieur Christophe Abbas. Merci d'être là dans les studios d'ETV à Jarry. On embraye tout de suite par une question de France Antilles. André Jean. Les francs-maçons sont, quoique apolitiques, souvent dans les débats politiques. Dites-nous un peu plus. Alors oui, la maçonnerie dite libérale, le Grand Orient de France en particulier, que je préside, s'investit dans les questions dites sociales de manière apolitique, c'est-à-dire non partisane. Il ne s'agit pas d'appeler à voter, ce qui n'aurait pas grand intérêt d'ailleurs pour telle ou telle personnalité politique, mais nous sommes une maçonnerie engagée. Et nous, d'ailleurs, en cette année électorale, nous allons traiter, dans toutes les loges de France, de sujets sociaux relatifs à l'économie, à l'Europe politique, au contrat social, au revenu universel, à l'écologie, au transhumanisme, aux défis de la société numérique. Donc, tous ces sujets sont importants pour nous parce que ils incarneront justement nos valeurs humanistes. Et alors on dit qu'en franc-maçonnerie, on s'interdit de parler de politique et de religion. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est une prescription de la maçonnerie d'origine, de la maçonnerie dite régulière, qui justement, parce que cette maçonnerie a été créée dans une société qui va certes être libérale, mais qui a été déchirée par des problèmes politiques avec les Stuarts, par des problèmes religieux avec l'anglicanisme, le protestantisme et le catholicisme, veut s'interdire justement pour réunir, comme l'on dit en loge, ce qui a été épars, donc pour réunir ceux qui se sont affrontés dans la société civile, eh bien, de laisser à la porte du temple, en quelque sorte, ces sujets qui sont polémiques et potentiellement peuvent créer des affrontements. En revanche, au Grand Orient de France, nous pouvons traiter de ces sujets. Alors, en loge directement ? En loge, oui. Donc, c'est-à-dire que vous parlez de politique ? Oui, mais dans le sens non partisan, c'est-à-dire nous parlons justement de ces thèmes qui sont au centre des débats politiques et que nous travaillons pour les loges qui le souhaitent. Chaque loge est libre de le faire ou de ne le pas faire, mais nous traitons de ces sujets, oui. André Jean ? Il y a une enquête sur l'impétrant. En effet. Oui, et s'il manifeste bruyamment des opinions politiques qui ne sont pas conformes à, disons, à la règle démocratique, est-ce que ça lui barre l'entrée en loge ? Je pense qu'on aussi. Peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. En effet. Si par exemple, bon, ça c'est un exemple comme un autre, s'il est, je sais pas, adhérent du Front National, militant actif. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à faire chez nous. Et je pense que la sagesse des loges sera de le lui indiquer. C'était juste un exemple. Mais je veux dire que ce serait le cas, pas simplement de cet exemple-là, mais pour tout individu qui serait partisan d'un régime totalitaire ou de discrimination, de racisme, d'exclusion. Voilà. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui voterait pour le Front National ne pourrait pas être franc-maçon ? Je le crois et c'est ce que nous croyons. Surtout s'il le manifeste ouvertement. Ah oui, voilà. Donc c'est un des critères, en fait. Ah, quels sont justement les critères pour entrer en franc-maçonnerie ? Les critères, c'est... Vous savez, ce sont les loges qui vont décider. Donc il y a une aperception, si j'ose dire, subjective ou des loges quant aux critères à adopter. Mais a priori, ce doit être quelqu'un qui a compris quand même, sans avoir défloré ce qu'est la franc-maçonnerie, ce que sont les objectifs de la maçonnerie, que ce soit fait quand même en conscience, qui ne soit pas complètement revêche, si j'ose dire, au caractère initiatique, symbolique, qu'on peut ne pas apprécier, mais après tout, on peut sortir la maçonnerie après que l'on y est rentré, et que l'on partage ces valeurs humanistes, républicaines et laïques pour le Grand Orient de France. On peut postuler ? Oui. Oui, d'accord. Comment ça se passe ? C'est un rendez-vous, faire une visite médicale
C'est parce que je suis médecin. Mais... Il y a un parrainage. Alors oui, il y a Ça, devoir. certainement, il doit y avoir. Oui, c'est par parrainage souvent. Oui, on a dans c'est son ça. entourage quelqu'un qui nous le propose, qui fait mon cas. Et à partir de là, le parrain propose au président d'une loge en disant voilà, un tel, après avoir obtenu son agrément, évidemment, de la Pétran, un tel pourrait être intéressé. Et à ce moment-là, des enquêtes sont diligentées et puis il y a une procédure qui va jusqu'au vote de la loge pour admettre ou ne pas admettre la personne candidate. Et si l'on ne connaît pas de parrain, eh bien, on peut postuler directement en envoyant une lettre de candidature au secrétariat du Grand Orient de France qui, après réception, eh bien, enverra la Pétran sur une loge à proximité de son lieu de résidence. Alors, il y aura une enquête et ensuite. Oui, voilà. mais la procédure d'admission sera la même. Absolument, oui. Et donc il y a des rendez-vous en loge qui sont faits, c'est tous les combien de temps? C'est chaque semaine, tous les mois? En règle générale, c'est 1 à 2 fois par mois. Ce sont les tenues plénières de la loge, mais il existe aussi des réunions, par exemple des réunions qui permettent aux apprentis de se retrouver pour échanger entre eux sur leur vécu, la loge, les symboles. Donc en gros, il y a 3-4 soirées par mois à consacrer. Alors, on travaille beaucoup. Et l'on travaille beaucoup, oui. Et on travaille sur quoi exactement? L'on travaille déjà sur soi. La maçonnerie, comme toute société initiatique, c'est un travail sur soi. Et ce travail sur soi aboutit à un travail collectif. Ce travail collectif, c'est un travail déjà sur l'actualisation de la maçonnerie, parce que c'est un mouvement vivant, et c'est un mouvement qui, même si l'on hérite d'une tradition, doit être actualisé. Qu'est-ce qui fait sens pour moi quand je suis franc-maçon? Donc c'est un travail à la fois personnel et collectif, et puis pour le Grand Orient de France, c'est travailler sur l'histoire, travailler sur le sens de ces symboles et sur ces grands problèmes sociaux, politiques au sens noble de la cité, philosophiques, scientifiques que l'on peut aborder, avec aussi des commissions nationales. Nous avons une commission nationale sur la laïcité, nous avons une commission nationale sur les développements durables, sur les problèmes de bioéthique, qui permettent aussi d'alimenter les débats en loge. André-Jean? Il y a beaucoup de francs-maçons aux Antilles françaises. Il y a plus d'1 millier de francs-maçons. Combien en Guadeloupe? Je crois qu'il y a 21 loges, si mes souvenirs sont exacts. Ça doit être une centaine. Une centaine de membres. Peut-être plus, oui. Ce sont des petites loges? Ce sont des loges, oui, d'une vingtaine, trentaine de frères, peut-être plus petites, parce que sinon ça ferait un peu plus que le nombre prévu. Alors on va aborder une question qui fâche, la question des femmes. Il paraît que les femmes ne peuvent pas être francs-maçons. Pas du tout. C'est une vieille question. En tout cas, pas si vieille que ça, je vous le concède. Pour le Grand Orient de France, le Grand Orient de France admet des loges qui sont mixtes. Donc nous avons aujourd'hui, alors c'est très peu, c'est 5%. Vous avez changé d'avis? Nous avons changé, oui. Et pourquoi avant c'était un milieu réservé aux hommes? La maçonnerie date du XVIIIe siècle, qui est une société machiste, qui est restée un petit peu après également, même s'il y avait des loges d'adoption qui se sont développées, qui ont disparu à la fin du XIXe siècle, mais ces loges d'adoption, c'était quand même sous la tutelle des loges masculines. Et donc cet héritage triséculaire a fait qu'il y avait également cette limitation, qui a été levée d'ailleurs d'abord par une obédience, qui est le droit humain, en 1893, avec une journaliste féministe, Maria de Rem, et un médecin Martin. Eh bien, la première obédience internationale mixte voit le jour. Et puis, évidemment, les obédiences féminines vont naître après la Seconde Guerre mondiale, et puis un certain nombre de loges mixtes. Et le Grand Orient, depuis quelques années, a déverrouillé, si je puis dire, la porte, et les femmes sont admises. Absolument. D'accord. Et c'est le même parcours, il y a le... Exactement le même parcours. D'accord. Il y a des loges, vous avez dit à un instant, des loges mixtes, ça veut dire qu'il y a des loges uniquement également masculines? Il reste des loges, c'est à la discrétion des loges que de décider si elles sont mixtes ou masculines. Et puis il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps
de montrer que ça ne pose aucun problème d'être mixte. Si vous le dites. André Jean. Au Memorial Act, vous le savez ou ne le savez peut-être pas, il y a la reconstitution d'une loge. Il y a le fauteuil, il y a les emblèmes de la franc-maçonnerie. Ça a surpris, ça a stupéfié, ça a agacé, mais historiquement, il y a une raison. Oui, d'abord, alors les francs-maçons, on trouve des francs-maçons toujours dans des camps opposés pour les valeurs. On peut trouver des Versaillais et des communards, par exemple. Oui, tout à fait. Mais il y a un maçon célèbre qui fut sous-secrétaire d'État à la Marine, qui est Victor Schœlcher, et qui a participé justement, qui est un frère du Grand Orient de France, d'ailleurs initié dans la loge, enfin c'est éponyme, hein, Victor Schœlcher, donc c'est une personnalité qui nous est chère et qui a participé à ce mouvement humaniste et à cette, évidemment, lutte et abolition de l'esclavage. Voilà. D'ailleurs, un grand antillais-guyanais, Félix Éboué, était franc-maçon. Alors de la Grande Loge, ouais, mais effectivement... un grand personnage de l'histoire, disons-le, puisque grâce à lui, De Gaulle a pu trouver en Afrique les troupes qui lui manquaient à Londres. Absolument, absolument, et c'est ce qui montre l'universalité, quelle que soit l'obédience, des valeurs humanistes, et contre, évidemment, le racisme et cette abomination qu'est l'esclavagisme, qui nous guide. Vous avez visité le Memorial Act ? Pas encore. Il y a justement une salle réservée à la franc-maçonnerie, que j'invite aux téléspectateurs de visiter. Quel est le rôle exactement qu'a joué la franc-maçonnerie en France ? Alors là, on a compris au niveau local, tout ce qui était l'esclavage, l'abolition. Alors, il y a eu en effet d'autres grands combats. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie va, au fond, je parle du Grand Orient de France, va se politiser au XIXe siècle. Bon, nous venons de voir effectivement le combat contre l'esclavage, mais cette maçonnerie va constituer un lieu justement de réflexion politique. Là où le pouvoir, que ce soit le pouvoir impérial ou le pouvoir sous Thierry Bacmahon, donc l'ordre moral, qui empêchait les débats politiques, eh bien, ces débats politiques vont pouvoir être menés en loge, et l'on va voir ainsi un investissement du Grand Orient de France par des socialistes utopiques, plus tard des radicaux socialistes, qui vont incarner dans les loges eh bien, cet idéal révolutionnaire, cet idéal républicain, cet idéal laïque. Et donc à ce moment-là, il y a une fusion, et toute la Troisième République sera marquée véritablement par la maçonnerie, de cette implication politique de la franc-maçonnerie. Et puis, plus récemment, elle participera au débat sur l'IVG, sur... le droit de vote aux femmes. Le droit de vote aux femmes, hélas trop tardif. Et le planning familial, l'abolition de la peine de mort, enfin tous ces combats où les francs-maçons ont accompagné. André Jean ? On dit que les francs-maçons se soutiennent et font de l'entrisme. Non, ils se soutiennent. C'est un réseau d'entraide et de bienfaisance dès les origines. Et je veux dire, quand cela se fait dans le respect de la loi et d'autrui, ça ne pose aucun problème. Logique. De l'entrisme, pas forcément. Ça, nous laissons à ceux qui veulent le penser, qui veulent ne pas être des complotistes en quelque sorte, qui ne veulent pas être confrontés à une vérité adverse, le penser, puisqu'ils vivent au fond de leur crainte paranoïaque. C'est ça. André Jean ? Que peut apporter la franc-maçonnerie à un jeune Guadeloupéen ? Moi, je pense que la franc-maçonnerie, pour un jeune Guadeloupéen, et même pour un jeune en général, elle apporte déjà une sociabilité. C'est une école de la civilité. On est entouré. Et ça, c'est important. C'est une société de bienveillance, de bienfaisance, de confiance, d'écoute. Et
que l'on soit jeune ou que l'on soit plus âgé, alors les plus âgés ont une expérience, mais nous sommes tous à égalité. Et l'on trouve véritablement là une association humaine, véritablement humaine. Et je crois qu'un jeune Guadeloupéen peut trouver, et un jeune en général, peut trouver un cercle d'amis qui peuvent l'accompagner dans sa vie, l'écouter, ce qu'il ne pourra pas forcément trouver ailleurs, et de manière désintéressée. Il y a un âge pour entrer en maçonnerie ? Pour moi, il n'y a pas d'âge. Ce qui compte, c'est d'être conscient de ce que c'est. Et je pense que moi, je suis rentré à 26 ans, je crois, certains étaient plus jeunes, que l'important, c'est la maturité intérieure. Voilà. Ce n'est pas une question d'âge physiologique. Finalement, on dit que la franc-maçonnerie, c'est une société secrète, mais on s'aperçoit que ce n'est pas si secret que ça. Pourquoi dit-on cela ? Alors, pour deux raisons. La première raison, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le secret initiatique. Et là, c'est vraiment un secret très très important, c'est le secret de la découverte vécue. Et la deuxième raison du secret, ou la discrétion, c'est qu'en Europe continentale, il y a eu des relations conflictuelles entre la maçonnerie, le Vatican, dès le XIXe siècle, mais je crois que Clément XII, dès 1738, excommuniait déjà les francs-maçons. Le syllabus de Pie IX fera exactement la même chose. Donc des relations difficiles justement dans cette volonté de laïcisation de la société au XIXe siècle jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, et d'autre part l'occupation et le régime de Vichy. Dire que les sociétés secrètes, dites secrètes, ont été dissoutes par, évidemment, l'occupant et par le gouvernement pétainiste, que les lieux ont été occupés, les archives confisquées, qu'il y a eu des meurtres, notamment de maçons, notamment en Belgique, qu'il y a eu des déportés et que les maçons ont aussi participé à la résistance à travers des loges comme... Donc, cette situation a fait que, au fond, il reste une prévention à dire, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas mon cas pour le coup, et le cas de quelques autres, mais de donner son appartenance dans le cadre justement du fait que certains pensent que cette société est une société complotiste, dans la lignée justement de cette mythologie héritée d'une certaine opposition catholique et d'extrême droite. Et André-Jean Vidal, une avant-dernière question avant de clôturer cette émission, puisqu'on arrive, on me dit dans mon oreillette, à déjà presque, il nous reste 5 minutes à peu près. Quels sont les grands combats à venir ? Les grands combats à venir me semblent d'abord convaincre le citoyen qu'il faut repolitiser la société, qu'il faut s'engager. Car aujourd'hui, d'abord, l'économie a balayé le politique au nom d'une économie orthodoxe qui ruine les peuples, qui paupérise les peuples et que le politique abandonne. Donc je crois qu'il faut reconstruire une vision d'avenir, mais qui ne soit pas celle de l'économie libérale. Donc il faut redonner du sens et de l'espoir. Il y a d'autre part de grands défis, et par exemple le transhumanisme que nous allons étudier très, très largement dans cette année, avec les grands défis technologiques, biotechnologiques, nanotechnologiques, avec cette possibilité pour la technologie de s'hybrider au corps et d'augmenter les capacités intellectuelles et physiques de l'être humain, est en train de redéfinir complètement ce qu'est l'humanité et ce qu'est l'humanisme. Donc là encore, il y a une page de l'humanité qui est en train de se tourner. Et puis, il nous faut repenser, je pense, également l'Europe, qui est une Europe technocratique et ultralibérale, là aussi, qui n'a rien de politique et rien au service des peuples. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il nous faut repenser une Europe politique, sociale et démocratique, ce qu'elle n'est pas tout à fait. Donc voilà, déjà, à travers ces combats, nous avons beaucoup à faire. Une petite question d'actualité, on parle de revenu universel actuellement, vous en pensez quoi ? Alors, ce sera là encore un sujet que nous allons aborder.
Alors, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de position du Grand Orient de France. Je serai bientôt dans le Pays Basque où il y aurait une conférence là-dessus. Je pense que il y a un engouement certain. C'est en test au Pays Basque. Exactement. Ah oui, exactement. Donc déjà, voir les résultats de ces tests, ce n'est pas une idée nouvelle. Hein. Là, il y a un engouement tout d'un coup, à mon avis, face à la vacuité des idéologies politiques de tous les côtés. Donc cet engouement qui vient pallier un vide. Mais ce qu'il ne faudrait pas, puisque cela va se substituer à toutes les aides, c'est de croire que c'est la panacée universelle et qu'il ne faut pas justement réorienter une économie ultralibérale avec une mesure qui pourrait la servir sans changer justement politiquement le cours des choses. Et ça ne doit pas être un prétexte pour laisser faire une économie spoliatrice, destructrice des ressources naturelles et qui ne donne pas une vie décente à tous. Merci pour cet avis. Une dernière question, hein, qu'on rassure tout le monde, il n'y a pas de rite satanique, il n'y a pas de sacrifice humain chez les francs-maçons. Je n'en ai pas pour l'instant repéré. Donc je crois qu'on peut dire non. Voilà, merci d'être venu ici à Jarry, dans les studios de TV EFM Radio. On va faire un petit rapide tour de la presse. André-Jean, je sais que vous avez une nouveauté. Est-ce que vous voulez en parler ? Je veux bien en parler, oui. Oui. Oui, nous avons un nouveau magazine. Oui. Le titre, vous le découvrirez sans doute au travers d'une autre émission que vous préparez. Un magazine du samedi. Un magazine du samedi. Et le premier numéro de ce nouveau magazine, c'est samedi prochain, le 14. Samedi 14. Et donc, ce qui mettra fin à 27 ans de parution de Télémagazine, mais pas la fin des rubriques de Télémagazine. Et puis nous avons repris ces rubriques, nous avons modernisé à la demande de nos lecteurs, nous avons créé d'autres rubriques de façon à donner toujours plus de culture, toujours plus de télévision et toujours plus d'informations pratiques pour les familles guadeloupéennes. André-Jean Vidal, vous êtes plein de secrets, vous aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Retrouvez dans un instant le Flash Info de TV News avec Laura Latchan. Et si vous nous suivez sur EFM Radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programme sur ETV et EFM Radio.